messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 20h d'ITV. Voici les titres de cette édition. Baccalauréat 2024, le ministre de l'Éducation nationale condamne les cas de fraude. Moustapha Mamba Guirassi estime que des mesures doivent être prises pour sanctionner ces actes blâmables. Le ministre s'exprimait en marge d'un atelier initié par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Et puis à Kolda, des actes de vandalisme sans précédent constatés sur une infrastructure routière construite il y a à peine 2 ans. Le pont Hillel est la cible de voleurs de boulons et de vis qui la soutiennent. Ces actes fragilisent l'infrastructure. La situation interpelle le gouverneur de la région qui annonce l'ouverture d'une enquête et des sanctions sévères contre les auteurs. Et pendant ce temps, en Casamance, après les opérations de sécurisation dans certains villages, les habitants qui avaient fui la guerre reviennent progressivement. C'est le cas du village de Boussoloum, 33 ans après. Les habitants de ce village qui s'étaient réfugiés en Guinée-Bissau tentent d'y refaire leur vie. Mais d'abord, ce drame à Kaolack, un homme a perdu la vie dans l'effondrement d'un bâtiment ce matin à Medina Bay. La victime aurait perdu la vie sur le coup. Son corps a été acheminé à l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack. Les précisions de notre correspondant à Kaolack, Sékou Diallo. Était en train de démolir le bâtiment. Du coup, la dalle s'est écroulée sur un manœuvre. Ce bâtiment menaçait ruine depuis longtemps. Pour sauver les occupants, le propriétaire avait jugé nécessaire de le démolir. C'est ainsi, d'après les témoignages, que la dalle est tombée sur cet homme. Bilan, un mort. Un ouvrier qui faisait partie de l'équipe en charge de démolition de cette maison a succombé à ses blessures. Le corps sans vie de ce manœuvre de nationalité étrangère a été acheminé à la morgue de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack par les éléments des sapeurs-pompiers après avoir été extrait des décombres. Et au moment où les résultats du bac commencent à tomber, le ministre de l'Éducation nationale condamne les actes de fraude constatés lors des épreuves. Moustapha Mamba Guirassi estime que des mesures doivent être prises pour sanctionner ces actes qui sont, à son avis, blâmables. Écoutons le ministre de l'Éducation nationale. Oui, donc c'est des comportements blâmables, trichés, que ce soit donc dans une salle de classe ou dans la vie tout court, et un comportement blâmable. Et la société blâme cette attitude, naturellement, donc l'école blâme cette attitude-là. Et il était tout à fait normal que les autorités puissent prendre donc des mesures pour justement sanctionner ceux-là qui ont commis donc ces impairs et aussi profiter donc de cela pour que la leçon soit sue et apprise par tout le monde. Le ministre de l'Éducation nationale s'exprimait en marge d'un atelier initié par le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, Q10, un atelier pour revisiter les fondements du modèle du vivre ensemble sénégalais, trouver des voies et moyens de préserver la cohésion sociale et interreligieuse. Le président du cadre souhaite que les enseignements des guides religieux soient intégrés dans les programmes scolaires. Voici Abdouaziz Mbaké à Majalissa. L'atelier, comme je l'ai dit, porte sur le vivre ensemble, qui est une valeur fondamentale, parce que le Sénégal, son principal trésor, c'est le vivre ensemble, la cohésion et la coexistence pacifique entre ces différentes communautés. Donc c'est donc dire qu'il est très important que nous puissions préserver ce vivre ensemble et puis le prémunir aussi contre les germes et les risques, les menaces qui ne manquent pas de déstabiliser le pays. Donc l'atelier porté sur le vivre ensemble, il a été présidé par le ministre de l'Éducation nationale, parce que nous pensons pour, ancrer ces valeurs-là et les préserver dans notre tissu social, nous avons besoin de les inculquer à nos jeunes enfants et aux futures générations de ce pays, en nous adossant sur le socle que constituent les enseignements de l'islam et les enseignements légués par nos grandes figures religieuses. Là aussi, nous pensons qu'il est très important qu'au-delà des valeurs qui sont enseignées dans l'école qu'on qualifie de laïque et républicaine, qu'on puisse aussi profiter des enseignements qui nous ont été légués par nos propres pères fondateurs et nos grandes figures historiques et intellectuelles.
Je vous lisais dans les titres, actes de vandalisme sur les infrastructures routières à Kolda. 2 ans après son inauguration, le pont de Ilel est la cible de voleurs de boulons et de vis. Des actes qui fragilisent cette infrastructure. Le gouverneur de la région qui s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts condamne ces actes et annonce l'ouverture d'une enquête sur la question. Les précisions à Kolda de notre correspondant Seydou Diatta. Construit il y a juste 2 ans, ce pont situé au nord-est de Kolda est le cordon ombilical qui relie la commune à beaucoup de localités du département et de la région. À l'époque, c'était juste un pont de fortune avec son lot d'accidents souvent mortels en saison des pluies. Ce sont les jeunes de Kolda même qui se sont levés et de Faraba pour construire le pont de contournement là, en bois. Finalement, l'État a jugé vraiment de créer ce pont-là. Parce que chaque année, il y avait des cas de noyade. Et c'est un joyau vraiment que tout le monde a salué. Parce que si vous venez de Vélingara, vous n'avez pas envie de passer au centre-ville, vous pouvez dévier par là. Si vous venez de Medina Yoroufla, vous pouvez dévier par là pour aller à Vélingara sans rentrer au centre-ville. Malheureusement, la structure suspendue à quelques mètres au-dessus du cours d'eau est depuis quelque temps la cible des personnes malveillantes qui déboulonnent les supports. Depuis quelque temps, on a constaté des gens malveillants qui ont commencé à desserrer les vis là. C'est un sabotage délibéré. Ces vis là, si on les dessert, avec les gros porteurs, on risque d'avoir ici un accident très grave, ce qu'on ne souhaite pas. Informé du scandale, le gouverneur de la région Saër Ndao s'est rendu sur les lieux et constate avec stupéfaction le niveau d'incivisme et promet la traque, mais surtout la sanction des présumés auteurs. Ce pont-là, inauguré il y a seulement juste 2 ans, je l'ai inauguré, c'était ma première visite ici quand je venais d'arriver à Kolda. Ça n'a pas duré. On a été alerté, on a vérifié et on a vu qu'il y a une vingtaine de boulons qui sont partis. Et avant le pont, les populations ont souffert pour avoir ce pont-là. S'il continue à déboulonner, le pont va céder. Et on va mettre les gens en insécurité totale, c'est dangereux. Et là, on sera très rigoureux là-dessus. On ne peut pas badiner avec la sécurité et la vie des populations. En attendant la vague d'indignation et les condamnations de cet acte de vandalisme de trop après les émeutes de mars 2021 et de juin 2023 qui ont paralysé certains services publics, continuent de balayer le Fouladou. Et à Kafountine, des séries d'agressions ciblant des femmes sèment la terreur, des agressions qui entraînent parfois à la mort, comme c'est le cas de la dame Awa Cissé, selon la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. 12 cas d'agression ont été enregistrés, des actes de violence qui préoccupent la plateforme qui alerte les autorités. Voici la présidente de la plateforme, Ndeye Maricham Djedjou, elle exige la lumière sur le décès de Awa Cissé. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance et les organisations de la société civile s'indignent et condamnent fermement la série d'agressions contre les femmes dont le théâtre d'opération est la commune de Kafountine. La 13e agression a eu lieu dans la nuit du vendredi 28 juin 2024 au quartier de Nafakunda et s'est soldée par l'assassinat de Madame Awa Cissé en état de grossesse et mère de 3 enfants retrouvée morte dans sa chambre. Face à cette barbarie qui a instauré la psychose au sein des populations de la région de Ziguinchor, nous, plateforme des femmes pour la paix en Casamance, et l'ensemble des organisations signataires de ce communiqué, faisons cas de l'urgence sécuritaire pour les femmes et les filles à Kafountine, mais aussi dans toute la région de Ziguinchor. Dénonçons avec la dernière énergie ces atteintes graves à la dignité et à la vie humaine des citoyennes de ce pays. Exigeons que l'État du Sénégal, l'administration territoriale et les autorités locales créent les conditions
pour que Kafountine et environ soit une zone sécure où les populations jouissent pleinement de leur droit à la protection. En banlieue dakaroise, les premières pluies qui se sont abattues sur la capitale hantent le sommeil des populations. À Djidda-Thiaroye-Kao, par exemple, les habitants se sont regroupés en plateforme pour demander le curage du bassin de rétention, une manière pour eux de limiter les dégâts des inondations et très engagés à maintenir leur cadre de vie. Ces habitants se réjouissent du set statal national et comptent pérenniser cet acte dans leur localité. Mamadou Lamine Fati et Cheikh Magatma ici sont rendus. Les premières pluies dans la banlieue et les journées Setal Sonoréou sont une occasion pour la population de Djidda-Thiaroye-Kao de demander le curage des bassins de rétention pour anticiper la saison des pluies. Comme vous savez, au niveau de Djidda-Thiaroye-Kao, la nappe est au-dessus du sol, ce qui fait que en fait, les bassins ont du mal à retenir l'eau. Et aujourd'hui, on nous signale que les bassins sont un peu remplis d'eau. Ce qui est dû à ça, c'est le fait que en fait, les machines qui évacuent l'eau vers la mer ne sont pas fonctionnelles. Et nous profitons de l'occasion pour demander aux services compétents dans ce domaine de venir nous aider, d'évacuer l'eau qui sont au niveau des bassins. En ce qui concerne la commune de Djidda-Thiaroye-Kao, il y a des actions qui ont été déjà faites. Donc nous pensons que d'ici peu, ces actions-là seront concrétisées et que tous les bassins au niveau de Djidda-Thiaroye-Kao seront curés, de telle sorte qu'à l'hivernage, que l'eau puisse être bien retenue au niveau des bassins. Djidda-Thiaroye-Kao est une zone où les inondations sont récurrentes. Aujourd'hui, avec les premières pluies et les journées Setal Sonoréou, les habitants attendent des mesures pour les soulager. Pour ceux qui connaissent Djidda-Thiaroye-Kao, donc c'est une zone vraiment inondable. Donc malgré les efforts que l'État est en train de faire et que les États aussi passés ont fait au niveau de Djidda-Thiaroye-Kao, il y a toujours des zones inondables. Et aujourd'hui, la nappe est un peu élevée et que, comme j'ai dit tout à l'heure, donc il faut vraiment prendre des mesures idoines pour anticiper sur, en quelque sorte, l'hivernage, de telle sorte qu'après les pluies, que ça soit le beau temps, comme on dit. Les populations de Djidda-Thiaroye-Kao se sont engagées dans la lutte contre les inondations et l'insalubrité dans leur commune. Les journées Setal Sonoréou et les premières pluies qui s'annoncent ont été l'occasion d'inciter les habitants à pérenniser les actions de nettoiement dans leur localité. Et en Casamance, après les opérations de sécurisation, les déplacés de guerre reviennent progressivement. C'est le cas du village de Boussoloum qui, 33 ans après, retrouve 6 habitants. Ils s'étaient réfugiés en Guinée-Bissau et dans des localités voisines. Un retour pas du tout facile dans cette localité où presque tout est à reconstruire. Hassan Ba et Daouda Sambou. La joie illuminait les visages des habitants de Boussoloum, revenus chez eux après 33 ans d'attente. Émilie Mendy, la cinquantaine, se souvient des jours douloureux où ils avaient été contraints de quitter leur village pour se réfugier en Guinée-Bissau. On n'avait rien amené avec nous. Je suis sorti seulement avec mon pagne. On ne savait même pas quelle voie emprunter. Je ne savais même pas où était passé mon mari. C'était le sauve qui peut. Le retour à Boussoloum marque un nouveau chapitre pour ce village, mais la restauration de ce qui a été perdu pendant ces longues années d'exil nécessitera du temps et des efforts. Ansoumana Mendy, le chef du village, dresse la liste des priorités. D'abord de l'eau. À part de l'eau, la sécurité, c'est tout ça. Parce que nous vivons à côté de la frontière. On voulait que les militaires trouvent un poste de sécurité ici. Après ça, on a besoin de chaque famille une maison. De chaque famille une maison. Alors, il y a d'autres qui sont partout au Sénégal, en Guinée, surtout d'autres qui sont en Europe. On a besoin des hôpitaux parce qu'on est vraiment enclavé. Quelqu'un qui est enclavé,
Il a besoin de tout. Le maire de la commune de Boutoupa Kamarakunda s'engage à accompagner la reconstruction du village et invite les partenaires à se joindre à l'effort pour aider les populations à réussir le retour. Et comme on dit à chaque fois, personne ne peut trouver mieux ailleurs que chez soi. Donc aujourd'hui, nous accompagnons ces populations aujourd'hui au Bercail. Nous leur félicitons et nous leur témoignons tout notre engagement, toute notre détermination à les accompagner aux côtés des pouvoirs publics, des partenaires qui interviennent dans la région de Ziguinchor. Tout ce kit nécessite un accompagnement et là nous attirons l'attention des autorités étatiques, mais au-delà des partenaires qui sont en train d'intervenir dans la région de Ziguinchor. Situé à 1 kilomètre de la frontière avec la Guinée-Bissau, Bousoloum reprend vie grâce au retour de ses habitants. Cependant, le défi majeur reste la reconstruction du village, désormais transformé en une dense forêt. Seuls les cimetières et le puits servent de repère dans ce paysage. Dans le département de Mbour, un litige foncier lié à la délimitation des communes oppose Nguerigne, un village de la commune de Sindia, à la commune de Somone. Depuis quelque temps, les jeunes du village de Nguerigne accusent les autorités municipales de Somone d'avoir frauduleusement acquis plus de 65 hectares appartenant à leur commune. Ils demandent à être rétablis dans leurs droits. Mountaga Kane et Mamadouba. Les limites de la plupart des communes du Sénégal font l'objet de litiges du fait du caractère confus de leurs contours. C'est le cas entre les communes de Somone et de Sindia, où les jeunes de Nguerigne réclament la paternité de plusieurs hectares à la commune de Somone. L'ANAT, en compagnie des autorités déconcentrées et des autorités décentralisées, était descendu sur les lieux pour établir les limites. Maintenant, ces limites ont été encore violées par la commune de Somone, qui a fait un pas en avant, un empiètement sur l'assiette foncière de Nguerigne pour y faire un lotissement de plus de 105 hectares, ce qui est énorme. Il y a toujours des problèmes fonciers ici à Nguerigne, donc qu'il faut impérativement régler. Ces contestataires, qui disent avoir informé par écrit le sous-préfet, attendent avec impatience sa réaction. Le sous-préfet, on l'a écrit il y a quelque temps de cela, moins d'1 mois. Bon, il ne nous a pas encore répondu. On espère recevoir les réponses sous peu. Ils interpellent en dernier ressort les autorités étatiques. Nous interpellons sur ces recours-là les autorités de tutelle, comme le ministre de la collectivité territoriale, comme également le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, tout comme le président Bassirou Diomaye Faye, pour leur dire que ce qui s'est passé à Mbour 4 est en train de se passer ici à Nguerigne. Nous avons tenté en vain d'avoir la version des autorités municipales de Somone. Impliquer et informer tous les acteurs du secteur dans la gestion du pétrole et du gaz, tel est le plaidoyer de la Convention des délégués du personnel, membre du syndicat national des travailleurs du pétrole et du gaz au Sénégal. La Convention a mobilisé les acteurs du secteur pour les informer et les former sur les enjeux. La rencontre entre dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de renforcement du dialogue social. Écoutons à ce propos Sarah Konaré, secrétaire générale du syndicat. Je crois qu'on a besoin, pour ceux qui sont assez avertis, de se recycler, non seulement et de se former davantage. J'ai insisté d'ailleurs sur le terme, vous avez vu, en disant à mes camarades que ce ne sera pas 2 jours d'information. C'est vous qui donnez l'information. Mais nous devons nous former aujourd'hui pour pouvoir porter le plaidoyer. Je crois que c'est important, nous sommes des représentants du personnel. Mais pour faire un bon plaidoyer, il faut avoir les rudiments qu'il faut. C'est pourquoi on a toujours travaillé en toute intelligence avec le ministère du Travail, notre bras technique, pour pouvoir recycler nos agents. On vient de faire 2 conventions collectives, peut-être qu'on reviendra là-dessus. C'est important que les gens s'approprient justement le document pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'il ne faut pas faire de la revendication ad vitam aeternam. Je l'ai dit, nos entreprises sont au cœur de nos préoccupations. Parce que ce sont des bailleurs qui sont là, qui donnent de l'argent, qui nous donnent du travail. Certes, concernant en retour, nous donnons notre force de travail. Mais il faut savoir quels sont les documents qui nous régissent. Je crois que c'est important. C'est pourquoi on a demandé justement à ce qu'on vulgarise d'abord la convention, qui sera connue par tout le monde, et qu'on s'approprie la chose, nous acteurs.
Nous sommes dans l'aval, pas encore dans l'amont. J'ai dit que l'amont va arriver. Vous avez vu le FPSO, c'est un bateau usine. Nous sommes à terre ici, depuis le raffinage jusqu'à la production. Mais on sera nécessairement dans l'amont. Coupure d'électricité, endettement des opérateurs, tels sont les défis auxquels font face les sociétés d'intensification de la production agricole. SIPA, c'est la présidente de la coopération justement du réseau SIPA de Matam qui lance l'alerte. Binta Anne interpelle le ministre de tutelle sur cette situation qui fragilise les SIPA. Elle s'exprimait en marge d'une assemblée générale ordinaire de renouvellement des instances. Écoutons-la. Ce non-paiement de l'opérateur qui est à l'origine des coupures d'électricité. Parce que c'est avec ces paiements qu'on devait payer l'électricité. Sans ce paiement-là, les SIPA qui n'avaient pas payé l'électricité ont été coupés l'électricité. Ils ne peuvent plus marcher. Les autres avaient pris un crédit à la banque. Quand un crédit n'a pas de sœur, de petite sœur ou bien de petit frère, à moins que de le payer. C'est pourquoi ces deux facteurs, le facteur énergie et le facteur non-paiement des impayés, des opérateurs de marché, qui ont fait que la plupart des SIPA sont à l'heure. Actuellement, ici à Matam, la matière première, on l'a. On a 100% soleil durant toute l'année. On a la lumière durant toute l'année. Donc, essayez de solariser les périmètres agricoles. Je ne parle même pas des SIPA seulement, mais tous les périmètres agricoles et les unités de stockage, ça va réduire drastiquement les coûts de production. Et c'est un plus pour les producteurs de la région. Et le ministre a promis de nous y appuyer et il a commencé les premières démarches. Nous avons vu des missions qui sont venues, ils ont été envoyés par le ministre pour faire le diagnostic. Il y a aussi d'autres programmes et projets qui sont là, qui sont en train de se préparer pour l'accompagnement. Et après les inondations survenues à Kaolack, le ministre de l'eau et de l'assainissement a écourté sa tournée dans le nord du pays, une visite qui lui aurait permis de visiter quelques sites gérés par l'Office des lacs et des cours d'eau, des sites à grands enjeux que nous font découvrir Diarra Sow, la directrice générale de l'OLAC. Avait prévu la visite sur la réserve de Bango, la réserve aussi qui est une problématique parce que cette réserve alimente la ville de Saint-Louis en eau potable et aujourd'hui avec les problèmes des plantes aquatiques, avec l'eutrophisation du milieu, avec aussi des problèmes de gestion, la réserve a des problèmes majeurs et c'était l'occasion avec le ministre de lui exposer les problèmes de la réserve et ensemble d'essayer de trouver des solutions et un appui aussi financier et matériel, logistique pour pouvoir mieux gérer la réserve de Bango. On devait aller aussi sur le canal du Gandiolé pour voir aujourd'hui l'état de ce canal dont l'objectif était surtout d'amener l'eau jusque dans la zone de Gandiol pour pouvoir faciliter le maraîchage. Mais actuellement, on voit qu'avec la situation des aménagements, il n'y a pas d'eau au niveau du canal. Donc c'était l'occasion de lui exposer cette situation et d'essayer ensemble de voir comment on peut trouver des solutions pour que la zone du Gandiolé puisse retrouver une certaine situation favorable à l'agriculture, surtout au maraîchage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur emedia.sn. Tout de suite, la suite de retour sur l'actualité RSA.